Monsieur l'archiprêtre, monsieur le maire, monsieur le président et mesdames et messieurs les membres de la fabrique, chers élèves du collège-lycée Saint-Antoine de Falsbourg, chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis. Permettez-moi, à l'occasion de cette inauguration de l'orgue Théo Herpfer, suite à son relevage, de vous le présenter. Vous le présenter depuis sa conception, vous le présenter en 2022 lorsque la question de son relevage est devenue nécessaire, vous le présenter durant son relevage et vous le présenter enfin pour son futur. Dans une première grande partie, je voudrais vous présenter son origine. Qui est-il et d'où vient-il cet orgue Théo Herpfer ? Nous voyons ses traces en 1962 et en 1965. Pour l'instant seulement au niveau des plans de l'édifice, pour en fixer sa place. Et on peut constater que c'est déjà un orgue pèlerin, tant on hésite pour connaître son emplacement le plus adéquat. Il faudra attendre la phase d'embellissement de l'édifice, c'est-à-dire entre 1969 et 1981, pour que le projet se concrétise. 1977 est l'année qui marque le début des réflexions. Très vite, une équipe se constitue, faite du curé bâtisseur, l'abbé Chizer, le maire de Waspervillers, M. Angel, l'architecte, M. Karl Litzenburger, puis M. l'abbé Pierre Schons, curé à Metz, qui à l'époque était président de la commission diocésaine des orgues, ainsi que l'organiste Norbert Petry, qui, avant de devenir le titulaire de la cathédrale de Metz, ainsi que professeur au conservatoire de Metz, était à cette époque-là le directeur du conservatoire de Sarreguemines. Cette équipe travailla avec un facteur d'orgue, Jean-Georges Koenig de Sarre-Union. Entre 1977 et 1979, ils vont élaborer 3 projets successifs. Un orgue entre 10 et 7 jeux dans un esprit italianisant, et puis surtout un buffet dont le design s'intègre à l'architecture de l'église de Waspervillers. Bref, un orgue qui entre en parfaite continuité avec les évolutions architecturales du projet de l'édifice. Entre 1979 et 1981, on entre dans une deuxième phase, celle de la constitution des différents dossiers de demande de subvention pour les différentes instances régionales, départementales et bien sûr nationales. En 1981, un nouveau projet va aboutir. C'est celui de Bernard Aubertin, qui propose un orgue et un buffet d'inspiration flamande nordique, pré-baroque, extrêmement précis. La même année, Jean-Georges Koenig propose à nouveau son projet de 1979, mais en ayant réévalué les prix. Et ce qui fait qu'en 1981, avec ces différents dossiers, eh bien, l'abbé Chizer, ainsi que l'instituteur, M. Baumgarten, et puis, bien évidemment, l'architecte, Karl Listenburger, vont présenter 3 textes qui vont, bien sûr, présenter la pertinence du projet de l'orgue, mais surtout comment est-ce que ce dernier s'inscrit dans la constitution même de ce lieu de culte et les grandes réflexions architecturales. Malheureusement, 1982 est une date très complexe,
car il y a une difficulté de taille, car la DRAC et puis le ministère de la Culture ne souhaitent financer que le projet de Bernard Haubertin, c'est-à-dire un orgue et un buffet d'inspiration flamande, nordique, pré-baroque. Or, à cette époque-là, on ne peut absolument pas faire fi de ces subventions majeures de la DRAC et du ministère de la Culture pour pouvoir réaliser cet orgue. Il n'y a vraiment pas assez d'argent. Alors que faire? Eh bien l'équipe, comme à l'accoutumée, va se défendre, comme jadis elle se défendit pour que cette église soit construite. Souvenez-vous, le célèbre épisode avec les lettres envoyées directement à André Malraux. Eh bien là, comme jadis, on va faire une exception pour l'église de Waspervillers. Jack Lang, qui était à l'époque ministre de la Culture, eh bien, décida de dire que du moment que l'on garde la composition de Bernard Haubertin, ils peuvent faire appel à d'autres facteurs d'orgue. Donc vous voyez, donc on va bloquer l'esthétique proposée par Bernard Haubertin, c'est-à-dire une esthétique flamande, nordique, pré-baroque, mais l'association pourra solliciter d'autres facteurs d'orgue et soumettre uniquement le devis au ministère de la Culture, juste pour une expertise technique, pour voir si le facteur d'orgue retenu respecte le projet initial, c'est-à-dire un orgue d'inspiration flamande, nordique, pré-baroque. Alors toujours en 1982, c'est ainsi que l'équipe va redemander à 3 facteurs d'orgue de réévaluer le projet. Bien évidemment Bernard Haubertin, puisque c'est lui qui en est à l'initiative. Jean-Georges Koenig, mais en fait ce n'est plus tout à fait lui, parce qu'entre-temps ce dernier a pris sa retraite, et c'est son fils Yves Koenig qui a repris les rênes de la manufacture. Donc lui, il est OK pour proposer donc un orgue avec l'idée flamande, nordique, pré-baroque, mais avec l'ouverture du design contemporain. Alors que Bernard Haubertin, lui, non, il ne veut pas retravailler le design avec l'architecte, lui, il propose l'orgue avec le buffet d'inspiration flamande, nordique, pré-baroque. Et un troisième facteur d'orgue va venir en ligne de compte, c'est Theo Werfer, qui lui aussi va relever le défi d'être OK pour la composition et OK pour travailler avec l'architecte pour le design du buffet. Le 3 décembre 1982, le choix se porte pour Theo Werfer. Déjà pour 3 raisons. La première, c'est l'augmentation du prix de coût de fabrication. Qu'il est vrai que les projets réévalués de Bernard Haubertin et de Yves Koenig deviennent très onéreux pour la paroisse. Et puis, bien évidemment, il y a l'idée de collaborer avec l'architecte, mais ça, Jean-Georges Koenig est prêt de le faire aussi. Mais surtout, c'est au niveau du délai, parce que Theo Werfer, lui, est en capacité de pouvoir livrer un orgue le plus tôt possible, alors que les 2 autres facteurs d'orgue proposent une livraison pas avant 36 mois, donc ce qui est quand même relativement long. Et ainsi, l'orgue va être construit donc par Theo Werfer durant l'année 1983 et il sera livré le 7 juillet 1984 pour être inauguré officiellement au mois de novembre 1984. Cette histoire montre 2 choses. Tout d'abord, au ministère de la Culture, l'engouement parisien pour les orgues de la Renaissance flamande selon une reconstruction à l'identique. Et il est très intéressant de voir que l'orgue de Waspervillers s'inscrit dans un engouement pour les orgues d'esthétique flamande, nordique, pré-baroque, précisément en Moselle, parce qu'il y a 2 exemples qui font date. Le premier exemple, c'est en 1979, l'orgue Marc Garnier de Bouzonville, qui est finalement le tout premier orgue d'esthétique flamande, nordique, que l'on construit en Moselle. Et puis bien évidemment en 1981, qui est la reconstruction par Marc Garnier de l'orgue du Triforium de la cathédrale de Metz. Et n'oublions pas que c'est en 1983 que cette reconstruction à l'identique par Marc Garnier sera déjà déclarée monument historique pour la perfection, pourrait-on dire, à l'époque, de la réalisation.
Et puis bien évidemment, le personnage de Bernard Aubertin, qui lui aussi au début de ces années 1980 fait partie de ces figures de proue qui se lancent dans des constructions à l'identique pour des orgues justement de cette époque pré-baroque et de ces orgues Renaissance. C'est pourquoi l'orgue de Waspervillers, tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il a été construit en cette année 1983-1984, bien qu'il n'ait pas une construction à l'identique, en tout cas, c'est une création qui est complètement tributaire par sa composition et par l'organisation de son buffet de l'engouement pour l'esthétique de la Renaissance flamande pré-baroque de ces années 1980. Il est légitime donc d'inscrire la création de l'orgue de Waspervillers dans ce mouvement d'engouement autour de la Renaissance flamande et des orgues nordiques pré-baroques.